Allez, on est parti pour le point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi 27 janvier. Aujourd'hui, sortie des RTX 3050. On va revenir là-dessus. Sortie en demi-teinte, hein, comme toutes les cartes graphiques. Mais la carte est bonne. On en reparlera. On va commencer par parler, comme d'habitude, le petit jeu offert sur l'Epic Game Store classique. On enchaînera avec le top 10 des ventes Steam en termes de revenus de la semaine passée. Voilà, comme ça on a l'habitude. On va parler rapidement du Steam Deck avec ce qu'a annoncé Valve. Toujours un peu étrange, mais bon, ça devrait être un peu mieux. Non, en fait, pas un peu mieux. Ça devrait être bientôt pour certains, pas pour tous. C'est un peu nébuleux quand même cette histoire. On parlera ensuite des problèmes. Deux acteurs qui ont eu des problèmes plus ou moins importants. D'abord des très très gros problèmes chez Software, pardon. Oula. Du coup, grosse faille sur les serveurs de From Software et des gros problèmes. Vraiment des gros problèmes jusqu'à aller demander aux joueurs de désinstaller les jeux. Donc, c'est compliqué. Petit problème beaucoup moins important, petite panne Discord pour les utilisateurs Android hier, voilà, Discord ne fonctionnait plus. C'est des choses qui arrivent. C'est pas vraiment les mêmes ampleurs et c'est pas vraiment les mêmes problèmes parce que mon Discord c'est gratuit, tout ça. From Software, c'est un studio qui a des grosses licences et donc les gens ont payé les jeux. Un peu différent. Mais on reviendra là-dessus. On parlera aussi d'ARM et de Nvidia. Alors là aussi des problèmes. Pas le même genre de problème. Là, on va parler plus d'argent et de deal, mais des problèmes aussi. Et après, on devrait en avoir fini avec les problèmes jusqu'au moment où on repasse sur les cartes graphiques, bien sûr. On va parler de Gran Turismo 7 et notamment de son poids. On va parler du nouveau matériel Elgato, le Stream Deck pédale. Et oui, incroyable. Où est-ce qu'on va? On va parler aussi rapidement des prix, mais pas des cartes graphiques, plutôt de la mémoire. Et pour une fois, une bonne nouvelle sur des prix et des composants électroniques. Ça n'arrive pas souvent. On va parler aussi de l'avenir proche avec des SSD PCI Express Gen 5, donc des débits en hausse et des débits insane. On parlera aussi processeurs rapidement, processeurs mobiles. D'abord les nouveaux Ryzen, les 6000H qui ont été teasés un peu et on a des petites infos sur leur perf, des petits leaks sur des outils de benchmark qui nous donnent des infos plutôt intéressantes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a à peu près la même chose du côté Intel aussi, avec du coup les 12000H, version performante des nouveaux processeurs mobiles de Intel. Et même bail, hein, ça les met bien en valeur. Salut 5, comment vas-tu? Et après on passera aux choses qui fâchent toujours, encore et toujours, malheureusement, les cartes graphiques, les prix, les stocks, vous verrez, mais il n'y a pas de quoi s'emballer. La nouvelle Nvidia, la RTX 3050 qui est sortie aujourd'hui, en termes de perf, c'est plutôt bien. En termes de disponibilité, toujours la même. Ah, cool. Et on fera un petit retour très rapide sur la sortie des 6500 XT côté AMD qui sont sortis du coup il y a une semaine. Voilà, on a du coup une semaine de recul sur cette sortie et on va pouvoir plutôt commenter les prix et la disponibilité. On a vu que les performances étaient quand même pas vraiment emballantes. C'était même plutôt décevant pour des cartes dernière génération. Mais les pleurs, les cris et la détresse, c'est à la fin. Ce sera pour les cartes graphiques. D'abord, on va voir ce qui est gratuit. Toujours, ça régale. Petit jeu offert sur l'Epic Game Store comme chaque semaine. On nous offre le jeu Demon X Machina. Pour la prononciation, je ne sais pas, on pourra peut-être repasser, aucune idée. Petit jeu d'action.
C'est du combat de mecha, hein. En vrai, je suis allé voir un peu, ça joue en multi, en équipe ou pas, mais c'est de la baston avec, vous voyez, vos mechas personnalisables, tout ça. Si vous aimez vous combattre dans des mechas avec des gros robots, tout ça, les grosses bastons, les gros missiles, grosses explosions, ça peut être fait pour vous. C'est un jeu qui est habituellement cher. Je suis allé le récupérer personnellement, donc j'ai vu le prix classique, jeu qui est à 50 € habituellement. Donc voilà, gratuit c'est quand même plus sympa. Je suis pas méga convaincu par ce titre, mais encore une fois, c'est gratos, donc pourquoi se priver? Vous pourrez tester. Moi, je suis pas méga hypé, mais je vais quand même ajouter à ma bibliothèque. On sait jamais si jamais j'ai un délire avec un pote de se taper dessus avec des robots. Ça remplira très bien son rôle. Mais non, j'avoue que c'est pas trop ma cam à la base. Ça n'empêche que ça a l'air quand même plutôt joli. Ça, on peut aimer ou pas les robots, ça a l'air plutôt joli. Donc allez-y, comme d'hab, petit ajout à la bibliothèque. Vous verrez plus tard si vous avez envie d'y jouer. Mais c'est quand même une semaine, seulement une semaine de gratuité. Et après, on passe au tarif de base, hein. Donc 50 € ça fait mal. Régalez-vous, vous avez une semaine. On enchaîne avec le top 10 des ventes Steam. Top 10 en termes de revenus comme chaque fois du 17 au 23 janvier, donc la semaine passée. Et étonnant, pas vraiment God of War en tête. Le boss, pas vraiment étonnant, c'est un très très bon jeu. Et visiblement la version PC, voilà, elle est ce qu'on attend, ce qu'on attendait plutôt d'une version PC, c'est-à-dire le même jeu, mais avec voilà, les possibilités graphiques un peu plus paramétrables, le framerate débloqué et la possibilité d'y jouer avec des formats un peu différents ou des résolutions plus élevées, même si... alors j'avoue que je ne sais pas si God of War tournait en 4K sur PS4. Une bonne question. Pas cette info. Sinon, dans la suite de ce classement, on a Monster Hunter Rise en deuxième position et Ready or Not, le jeu de SWAT euh, de, euh, de je sais pas quoi. Je sais pas qui fait ce jeu, mais j'en ai vu un peu, j'ai vu un peu de gameplay sur Twitch et ça a l'air vraiment bien dans l'ambiance et tout. Encore une fois, c'est pas trop mon style de jeu à la base, mais il y a moyen de, si vous aimez, il y a moyen de bien s'y mettre et de vraiment vivre une expérience bien immersive. On a ensuite Dying Light 2. Alors Dying Light 2, je suis pas sûr de l'info que je vais donner, mais je crois qu'il est pas sorti, non? C'est pas ça? Attendez, il faut que j'aille vérifier du coup. J'ai absolument pas envie de dire des bêtises. Mais il est pas en... la sortie. Sortie initiale... Non, c'est ça, il sort le 4 février. Il sort le 4 février. Il a été repoussé. Je voulais pas dire de bêtises. Mais c'est bien ça, il n'est pas sorti, donc il est actuellement en précommande et déjà top 4 du classement en termes de revenus, c'est plutôt pas mal. On a ensuite Elden Ring, Total War, Warhammer 3, Project Zomboid, comme d'habitude le kit VR. On a Warm Snow, connais pas du tout, jeu chinois. J'irai, je vais me le mettre de côté, j'irai voir ce que c'est. Pas eu le temps de checker ça. Et on a Red Dead Redemption 2. Donc voilà, pas de grosses nouveautés, à part Warm Snow que je ne connais pas et visiblement Dying Light qui se vend très bien en précommande. Et comme d'hab, il y a le kit VR parce que c'est en termes de revenus et pas en nombre d'unités vendues. Et le kit VR coûte cher. Pas de grande nouveauté. J'apprends rien, malheureusement. À part ce jeu chinois, qui est peut-être disponible qu'en chinois. Ça arrive parfois. Des jeux chinois disponibles uniquement du coup en mandarin et qui trustent quand même les premières places. Enfin, bon, là il est 9ème, mais 9ème c'est quand même pas mal, alors que peut-être qu'en chinois.
toujours très marrant. Mais bon, les Chinois, vous savez, ils sont beaucoup. Donc forcément, ça fait potentiellement beaucoup de joueurs. On continue toujours chez Valve et on va parler rapidement du Steam Deck. Steam Deck, la console portable de Valve. Alors, la console portable c'est toujours, moi j'ai toujours du mal à savoir vraiment où la placer parce que certains peuvent penser qu'ils sortent une console portable pour aller titiller Nintendo avec sa Switch. Clairement pas. C'est pas les mêmes types de joueurs qui sont visés. Les joueurs qui achètent une Switch pour jouer principalement aux jeux Nintendo, ils en ont pas grand chose à faire d'avoir une console plus puissante avec accès au catalogue Steam parce que eux ce qu'ils veulent c'est les jeux Nintendo qui seront uniquement disponibles sur les consoles Nintendo. Ça ne changera pas. Donc c'est plutôt un autre type de joueur qu'on va chercher, plutôt un joueur quand même assez hardcore, hein, un joueur qui passe beaucoup de temps à jouer et qui a envie d'avoir un moyen de jouer en portable, mais avec quand même pas mal de performances, des beaux graphismes, tout ça. On est sur un objet qui coûte quand même plutôt cher. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de la livraison. Ça a déjà été retardé, c'était censé être livré en décembre, tout le monde s'attendait à pouvoir avoir son petit Steam Deck à mettre sous le sapin. Ça a vite été... voilà, ils sont arrivés, ils ont dit ce sera pas possible. Tout le monde est en galère, on pourra pas livrer pour décembre. Ça avait parlé de février. Et ça avait parlé de février en mode voilà, les premiers livrés en février, mais pas tout le monde. Donc déjà, ça sentait un peu la douille. Et on parle des gens qui ont précommandé, attention. Donc ils ont déjà validé le truc. Et là, on a l'info sûre, les vraies infos. Et ça reste encore un peu nébuleux. Ils sont en mode, on va pouvoir livrer les premiers exemplaires en février. On annonce quand même fin février, tout de même. Mais par contre, tout le monde n'y aura pas le droit, déjà. Et pour être sûr de livrer des gens qui sont vraiment au taquet, eh ben, ils mettent en place un système un peu spécial. Ils vont envoyer des mails aux personnes qui ont précommandé pour qu'ils puissent valider leur précommande. Ils ont 72 heures, donc 3 jours pour valider cette précommande. Sinon, ce sera d'autres personnes qui seront sélectionnées pour recevoir les premiers exemplaires livrés de ce Steam Deck. L'histoire, c'est qu'on ne sait pas trop par rapport au nombre de précommandes. Est-ce qu'une grosse quantité de gens qui auront précommandé auront accès dès février du coup à ce mail pour avoir une réception de leur Steam Deck ou pas? Ça reste compliqué. Du coup, les premiers mails devraient être envoyés à partir du 25. Et du coup, s'ils répondent directement, première livraison à partir du 28. Je sais pas. Ça a l'air quand même étrange. Ça montre encore une nouvelle fois que la production de matériel électronique est encore et toujours compliquée. Surtout pour les nouveaux produits, hein, on va le dire comme ça. Donc faudra voir, faudra attendre. Sachez aussi, et ça c'est un point qui peut intéresser pas mal de gens, la presse est censée recevoir un peu avant des exemplaires pour du coup faire les tests, faire les petits benchmarks, tout ça. Si vous n'êtes pas encore méga convaincu, que vous savez pas trop, attendez ça. Alors oui, du coup, vous pourrez probablement acheter votre Steam Deck que plus tard et le recevoir que plus tard. Mais ça vous permettra de valider un peu la fiabilité, les performances et est-ce que vous avez vraiment envie de cette console portable. J'ai hâte de savoir quand même si elle arrive à convaincre les gamers PC, parce que c'est quand même ça la cible des gamers PC qui aimeraient potentiellement avoir un setup mobile, portable. J'avoue que je sais pas, ça dépendra aussi du nombre de jeux compatibles, surtout au début, parce que j'imagine que ça va aussi s'étoffer, mais au début, faudra voir s'il y a 3 titres compatibles. Ça risque de bloquer un peu s'il y a, je sais pas, 100-150 titres avec des grosses licences. Il y a moyen que ça soit plutôt appréciable. Et aussi, bah, la qualité du gameplay sur la machine
Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Ou alors les gens qui ont travaillé dessus chez Valve peuvent aussi potentiellement nous le dire. Mais peu de chances qu'ils le fassent. On va parler des problèmes. Et d'abord, un studio que j'arrive pas à prononcer. From Software. C'est pas simple à dire, hein. En vrai, essayez chez vous, vous verrez, c'est pas si simple. Qui a eu des gros problèmes sur ses serveurs PVP dédiés à ces jeux Dark Souls. Du coup, grosse faille de sécurité. Et quand on parle de grosse faille de sécurité, c'est un euphémisme. Parce que là en gros, bah, ça permettait à des potentiels pirates de prendre la main sur votre ordinateur. Donc vraiment, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient accès à tout. Très dangereux. Vraiment très dangereux. Donc directement, il y a eu de la communication de la part de From Software. Je m'applique à le dire. Quand on le dit vite, c'est pas facile, hein. Pour dire du coup à ces joueurs déjà de ne pas aller sur les serveurs PVP et même jusqu'à désinstaller les jeux pour plus de sécurité. Ça la fout mal, ça la fout vraiment mal. Et il y a eu en plus il y a eu plusieurs jeux du coup qui ont été impactés, donc toute la série des Dark Souls. Ça, c'est dangereux ces histoires. On sait toujours pas si ça a été. Il n'y a pas eu d'autres communications de la part du studio, donc on ne sait pas trop où ça en est. Mais dans le doute, vaut mieux désinstaller les jeux de votre PC. Ça ne touche que les joueurs PC. Donc si c'est sur console, ça va. Mais si vous êtes joueur PC, que vous aviez envie de vous lancer une petite game de Dark Souls sur serveur, euh, évitez, même limite éviter de lancer le jeu tout court avant qu'il y ait un bon patch correctif. Vaut mieux prendre plus de sécurité que avoir à gérer des galères derrière. Ça, quand j'ai appris la news, j'avais la goutte de sueur, hein, quand même. Je me dis, bon, moi ça me touche pas personnellement, mais je me dis que c'est faisable sur ce jeu-là. Potentiellement, n'importe quel jeu en ligne peut induire ce genre de problème, mais faites attention à votre sécurité, messieurs des studios de jeux. C'est important la sécurité informatique. On est tous impliqués là-dedans et potentiellement tous touchés par des failles. Donc sécurisez un peu vos systèmes, ça fait pas de mal. Et vraiment, je peux aller voir, j'aurais pu par curiosité aller voir le cours de l'action From Software. Ça a dû être compliqué. Mais ils vont normalement arranger les choses. En tout cas, on l'espère. Et on espère aussi que peu de personnes ont été impactées et que voilà, la communication a fait son effet. Mais ça reste un peu inquiétant, ce genre d'histoire. Oula, d'accord. Non, mais je voulais pas descendre tout en bas de la page, tranquille. On parle d'autres problèmes, pas de la même envergure, hein, quand même. On se calme. Rien à voir avec une faille de sécurité critique. On va parler rapidement de Discord qui visiblement a eu une panne hier. Alors je vous avoue que j'ai pas été impacté, mais parce que visiblement c'est que l'application Android. Je trouve ça étonnant que seule l'application Android soit impactée et pas tout le service Discord. Mais tant mieux pour moi. C'est un peu dommage pour les utilisateurs Android. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, petite anecdote personnelle, je suis allé passer le bonjour à des amis sur Discord hier soir. Et j'ai un de mes amis qui m'a dit ouais, je te laisse, je dois aller sur Skype. Et là j'avais l'impression de remonter le temps et je lui ai dit quoi? Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire sur Skype? Et c'est là qu'il m'a dit bah je voulais aller Discord avec un pote, mais visiblement son Discord ne fonctionne pas. Il doit probablement utiliser l'application Android. Enfin, il devait probablement utiliser l'application Android et du coup avoir des problèmes. Mais je vous avoue que là, bien sûr, je me suis un peu moqué de lui très gentiment. euh, Parce que voilà, retourner sur Skype à notre époque, c'est toujours un peu. Bon, il y a encore des gens pour des raisons souvent professionnelles qui utilisent Skype, mais sinon, en général, c'est quand même un service que la plupart des gens ont effacé de leur esprit et n'ont pas spécialement des bons souvenirs
de Skype. Donc voilà, petit. Mais bon, d'autres plateformes de chat vocal a dû voir sa fréquentation grimper au suite des problèmes, hein, c'est souvent le cas. Ça a été réparé depuis, et tant mieux. Et au final, on peut pas vraiment se plaindre, pas trop se plaindre non plus, ça reste un service gratuit et tout, donc moi j'avoue que je suis très adepte de Discord et je trouve que c'est très très bien, en plus gratuit. C'est un peu dur de taper sur Discord, mais comme à peu près tous les services, ça peut arriver d'avoir des problèmes. Heureusement là, on n'est pas sur du gros problème. On est, je sais pas, en termes géographiques, qui ça a impacté. Ça nous a impacté nous forcément, et du coup à des horaires pas trop problématiques parce que plutôt le soir. Du coup ça impacte les gamers. Eux ça les embête, mais d'un point de vue pro, ça va. C'est à des horaires tranquilles pour les pros, donc pas de gros problèmes, mais assez marrant. Assez marrant quand même. On va parler rapidement. Je vais en parler que rapidement parce que j'ai pas toutes les infos, j'ai pas tout suivi et ça reste pas totalement officiel. Mais, euh, mais voilà, on en a longtemps parlé hein, du rachat d'ARM par Nvidia. On sait qu'il y avait des histoires de monopole qui pouvaient poser problème et que beaucoup d'autorités de régulation d'un peu partout avaient commencé à mener son enquête. Et visiblement, ça va pas vraiment dans le bon sens. Il semblerait, en tout cas les rumeurs laissent penser que Nvidia serait sur le point d'abandonner le rachat d'ARM parce que, pas parce qu'ils veulent plus les racheter, mais surtout parce qu'il y aurait des levées de boucliers des autorités de régulation. Officiellement que ça soit Nvidia ou SoftBank, qui est du coup l'actuel détenteur d'ARM, euh, sont dans des discours très officiels en train de dire on attend le retour des autorités de régulation et on aimerait énormément que ce rachat se fasse. On parle d'un rachat à 40 milliards de dollars tout de même, hein, c'est pas de la petite monnaie non plus. Et on parle d'une solution, la solution ARM utilisée par beaucoup de gros acteurs qui, certains, voire beaucoup, sont dans la concurrence avec Nvidia, donc c'est toujours très compliqué d'un point point de vue monopole que un des acteurs récupère ARM. Donc les rumeurs laissent penser que ça va pas se faire, que du coup ARM va rentrer en bourse et voilà. Il y aurait aussi, ça j'avoue que j'ai pas réussi à retrouver les vraies infos et je suis pas économiste et j'ai pas toutes les notions pour vraiment comprendre ça, mais il y aurait des histoires comme quoi, et ça j'ai beaucoup vu ça, en même temps ça parle d'argent donc ça m'étonne pas, mais j'ai beaucoup vu ça tourner sur internet comme quoi ARM récupérerait tout de même de l'argent vu que le rachat ne se fait pas, et on parlerait de 3 milliards et quelques de dollars. Moi je veux bien faire genre que je me fais racheter et ensuite qu'on dise non pour toucher 3 milliards. Ça a l'air d'être une sacrée bonne affaire. Après, vous savez, il y a des clauses hein, dans les contrats et tout. Donc ça doit justifier, hein, ça doit justifier. Après, ça reste énormément d'argent pour en plus quelque chose qui ne se fait pas. Donc toujours un peu étrange. Encore une fois, ce n'est pas une information officielle. Aucune information officielle ni de Nvidia ni de SoftBank ou ARM indique que c'est fini. Juste, officieusement, ça a l'air très compliqué. Ils ont l'air d'abandonner la chose parce que trop compliqué. Ce qui peut se comprendre. Donc on verra, on devrait avoir des communications plus officielles rapidement. En tout cas, j'espère. Mais c'est toujours un peu étonnant d'avoir ce genre d'informations. Ça laisse quand même penser que c'est très mal parti, hein. Parce que sinon, on n'aurait pas ce genre d'information qui peut un peu chambouler tout. Donc, visiblement, pas de rachat d'ARM par Nvidia et pas de rachat d'ARM par personne aussi.
visiblement. Peut-être aussi le moyen le plus simple pour garder une concurrence viable et ne pas se retrouver dans une situation de monopole d'un des acteurs. Peut-être le seul moyen. Et petite info aussi, j'en parlais quand on a parlé du coup de Microsoft qui a racheté Activision Blizzard King. Là, la différence, et c'est une différence qui est quand même assez importante, c'est que ce sont entre Nvidia, qui est une boîte américaine, et ARM, qui est une entreprise britannique, et bah faut traverser des frontières, et du coup plusieurs autorités de régulation viennent enquêter aussi, et du coup ça pose potentiellement plus de problèmes, parce qu'il y a plus de conflits d'intérêts. Forcément. Allez, on enchaîne. Après avoir parlé des problèmes, on va parler d'un truc assez intéressant. Et ça fait écho à une expérience personnelle. On va parler de Gran Turismo 7 et de son poids. Petit point fait. Sur la PS5, on a un stockage réel de 667,2 Go. Donc vous avez 667,2 Go pour installer des jeux. Voilà. Parce que vous avez un SSD plus grand, mais vous avez le système, tout ça. Et donc, Gran Turismo 7 ferait, d'après les premières informations qui sont plutôt des fuites, il ferait 89,445 Go hors patch Day One, donc potentiellement plus. Parce qu'en général, il y a un patch Day One plus ou moins conséquent qui vient peaufiner le tout et qui vient aussi augmenter le poids du jeu. Du coup, conclusion assez simple, Gran Turismo, il occupe, sans compter le patch Day One, 13,4% du stockage. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus insane. On peut comparer à Gran Turismo Sport sur PS4. On avait un bon gros 110 Go. Voilà. Donc, où je veux revenir sur cette info, un peu nulle part, juste pour vous dire que déjà c'est gros. Et moi, j'ai joué à Gran Turismo Sport sur PS4. J'ai une PS4 standard 500 Go. Voilà. Donc, j'étais encore plus limité en termes de stockage que sur la PS5. Et en plus de ça, et j'espère que ce ne sera pas le cas avec ce Gran Turismo 7, mais quand je faisais une mise à jour de Gran Turismo Sport, le jeu avait besoin de 2 fois son espace de stockage pour faire la mise à jour, ce qui était totalement aberrant. Mais alors totalement aberrant. Et du coup, si le jeu fait 110 Go, et ben il vous faut soit le jeu installé, il vous faut le jeu installé donc 110 Go plus 110 Go disponibles pour pouvoir faire la mise à jour. Espérons que c'est quelque chose qui a été corrigé, changé, parce que j'ai toujours trouvé ça totalement aberrant. Ça m'a toujours posé plein de problèmes parce que du coup, il me demandait du stockage supplémentaire pour faire la mise à jour qui en plus ne serait plus utilisé une fois la mise à jour finie. Ce qui m'obligeait à supprimer des jeux pour que derrière on me remette cet espace libre. Ce qui m'énervait énormément bien sûr. Donc voilà. En vrai, que le jeu fasse quasiment 100 Go, ça me choque pas plus que ça. Toujours, c'est des jeux lourds, c'est des jeux qui sont beaux. Donc à la limite, pourquoi pas. Et puis maintenant, c'est devenu régulier. Je vais pas dire tout le temps, mais beaucoup de jeux qui arrivent, qui s'approchent des 100 Go. Hein. Peut-être un peu trop, et certains qui devraient pas. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, j'espère que cette histoire de mise à jour, ils y ont réfléchi parce que vraiment, c'était, ça ne servait à rien. Je comprenais pas l'intérêt et moi, ça m'embêtait beaucoup. Et j'avais moins de disques durs que ça. On continue avec Elgato qui a montré cette semaine un nouveau matériel pour les streamers.
Les streamers qui sont adroits de leurs pieds. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, on est sur des pédales. Donc ici 3 pédales voilà, pour diriger, pour un peu à l'image du Stream Deck, hein. Sauf que là, bah, au lieu que ce soit des boutons tactiles, et bah, c'est des pédales que vous venez actionner avec vos pieds. Encore une fois, toujours dans le... Ça, c'est la pâte et le gâteau, hein. C'est dans l'écosystème Elgato, donc tout est plug and play, tout est facile, tout est simple, tout est abordable. En même temps, il fallait, parce que c'est pas quelque chose de si révolutionnaire que ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, juste pas aussi plug and play et pas aussi simple d'utilisation. C'est comme d'hab, hein, la pâte et le gâteau. Et c'est quelque chose qui a marché du feu de Dieu parce que ça a été en rupture quelques minutes après la mise en ligne, la mise à disposition, la sortie. Et pourtant, ça vaut quand même 90 € pour 3 pédales. Donc voilà, faut être quand même un gros streamer et faut en avoir l'utilité. Mais l'idée est pas mauvaise. Encore une fois, c'est le gâteau, donc très accessible en termes d'utilisation, un peu cher en termes de prix, 90 €. À voir si vous en avez besoin. Moi, je vous avoue que déjà, je suis pas un gros streamer, déjà. Et deuxièmement, bah, je prendrais d'abord un Stream Deck avant de me dire que ça peut être intéressant. Mais pour certains, pourquoi pas, pour faire des petits moves sans les mains, petit changement de scène, t'es comme ça et tu changes de scène sans les mains, c'est marrant. Après, ça reste quand même un peu gadget à 90 €. À part si vous en avez vraiment une utilité totale, sinon ça fait un peu gadget. Je dis ça et il y a forcément quelqu'un qui va trouver un moyen de le rendre juste obligatoire dans son setup, bien sûr pour certaines utilisations, mais pour la plupart des gens, non, pour la plupart des gens ça ne sert à rien. Pour la plupart des streamers ça ne sert à rien, mais pour certains, l'outil est marrant et pourquoi pas en vrai. Il y a des trucs, il y a des trucs plus what the fuck sur internet, hein, clairement. Et encore une fois, on n'est pas sur la révolution, quelque chose qui existait déjà avant, juste un peu plus en bricolage, quoi. Fallait aller bidouiller un peu plus. Là, c'est vraiment c'est du Elgato, hein, plug and play et utilisable par tout le monde facilement. C'est aussi pour ça que les produits Elgato sont relativement chers. Ouais, c'est pas très access, hein, Elgato. Après, c'est sympa, hein. C'est quali, il y a des produits un peu innovants et tout. Mais la contrepartie, c'est les tarifs. En parlant de tarifs, pour une fois, et je vous dis bien pour une fois parce que c'est assez rare en ce moment, des prix à la baisse. Et oui, c'est encore possible, c'est encore quelque chose qui peut arriver dans notre monde. C'est devenu très très rare bien sûr, mais voilà, ça peut arriver. Sur certains composants bien sûr et clairement pas les cartes graphiques. Mais on nous annonce des prix de la mémoire qui devraient baisser petit à petit, donc les SSD qui devraient être les premiers impactés et on espère des baisses de prix. Franchement, moi je suis chaud, hein. On estime quoi 3 à 8% pour la mémoire eMMC et 3 à 8% pour les mémoires. Oula, non, 3 à 8% pour les SSD, 3 à 8% pour les eMMC et 5 à 10% pour l'UFS. Je sais pas ce que c'est les mémoires UFS, je connais pas. J'ai jamais enseigné. Faut bien que j'apprenne des trucs aussi. On peut pas tout savoir. En tout cas, prix de la mémoire à la baisse. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas commenté des prix à la baisse. On va voir si ça se poursuit. On aimerait bien qu'il y ait quelques secteurs qui soient à la baisse, plutôt que de voir tout le monde, tous les secteurs à la hausse et la plupart des secteurs en problème d'approvisionnement. Si c'est à la baisse, ça veut dire qu'il y a de la production et qu'il y a de la quantité de disponible. Comme quoi, pareil, hein, ça existe encore le matériel électronique en quantité disponible. Je pensais pourtant que
Ça n'existait plus, mais si, visiblement. Une bonne nouvelle pour une fois. Malheureusement, ce ne sont pas les cartes graphiques. Malheureusement. On continue avec de la mémoire et un peu la mémoire du Turfu, mais du futur proche, parce qu'on parle de PCI Express 5.0 avec ces nouveaux SSD et du coup des débits, voilà, un peu insane, hein, on va pas se mentir, 13 000 émosecondes en lecture, 12 000 en écriture et sorti cette année. Donc, donc du feu de Dieu en termes de perf, en termes de capacité classique, un max de 4 Tera. Déjà 4 Tera dans un SSD, c'est déjà, on parle des SSD format M2, hein, les tout petits. On est déjà très bien. Alors par contre, on n'a pas les prix et je préfère pas vous les donner parce que c'est là que ça devient un peu compliqué. Forcément, ça va être très cher. Déjà que à l'heure actuelle, les SSD PCI Express 4.0 qui ont déjà des débits insane, hein, en vrai. La vérité, c'est que c'est déjà un truc de fou. On parle en général 7000 émosecondes, ce qui est déjà largement suffisant pour la plupart des gens, voire pour 99% des gens. Il y a toujours, euh, il y a toujours des gens qui ont besoin de plus parce qu'ils utilisent des fichiers lourds qui doivent bouger d'un logiciel à l'autre, ce genre de truc. Ou, je sais pas, les gens qui traitent de la vidéo haute résolution, tout ça, on peut avoir besoin du coup, de stockage ultra haute performance. Et déjà, avec du 4.0, t'es bien. Mais là, voilà, on peut difficilement faire mieux. Si on peut faire mieux, on peut en mettre plusieurs, les mettre en RAID et on atteint des débits encore plus élevés. Tout ça est toujours possible, mais on atteint des sommes astronomiques. Alors que là, on parle de trucs plutôt de grandes séries, hein, plutôt de la production en masse. Peut-être pas directement dans un premier temps, parce qu'on a encore assez peu de matériel qui est compatible PCI Express 5.0, mais ça va arriver tranquillement. Et visiblement, Team Group sera au rendez-vous pour directement proposer leur matériel. Et en vrai, avec des débits comme ça, il risque d'y avoir des pros intéressés. Et ça arrive très bientôt. Très très bientôt. Imaginez. Donc ce sera très cher aussi. Vous pouvez en être sûr, ce sera très cher, mais ça arrive très bientôt. On passe au processeur. Aujourd'hui, on va parler de Intel et d'AMD. On va commencer par AMD. Et on va parler de leur nouveau processeur mobile. Côté AMD, on va parler du coup des Ryzen 6000H, version refresh des Ryzen 5000 mobile. Version qui vont du coup profiter du 6 nanomètres alors que leur grand frère était en 7. Donc petit gain en finesse de gravure. Et visiblement, ça leur réussit plutôt bien ce 6 nanomètres parce qu'on a des résultats de benchmark plutôt intéressants. On a par exemple ici un Ryzen 5 6600H qui est comparé. Alors, par contre, il y a une erreur, du coup, c'est le 6600H et pas le 5600H. Ah non, pardon, attendez. Non, c'est moi. C'est bien comparé. Du coup, on compare le. Je m'y perds tout seul. On compare le nouveau Ryzen 5 6600H à son grand frère, du coup, qui est sorti avant, le 5600H, qui est censé être l'équivalent en 7 nanomètres. Et on compare aussi au big boss des Ryzen 5, le 5600X, qui est lui un processeur de bureau, donc qui n'a pas les mêmes contraintes et qui est normalement plus performant parce que pas les mêmes contraintes. Et du coup, quand on regarde, on a des petits scores, machin, on se rend compte que on a progressé vraiment entre le 5600H et le 6600H, que ça soit en monocœur ou en multi, donc sur un seul cœur ou en utilisant toutes les performances disponibles. Et ce qui est encore plus intéressant,
c'est qu'on se rapproche énormément du 5600X, qui est du coup la version de bureau, qui est le Ryzen 5 le plus performant, peu importe la plateforme, que ce soit mobile ou bureau. 5600X, c'est la référence des Ryzen 5. Et du coup, on s'en approche énormément, alors qu'on est sur un processeur mobile qui a du coup des contraintes, notamment en termes d'énergie et de chauffe, que n'ont pas les processeurs de bureau. La seule petite douille, c'est que on ne sait pas trop combien il vient, combien il vient prendre en énergie ce petit processeur, et on ne sait pas non plus si c'est une version ES, donc une version prototype ou pas. Je sais qu'on peut toujours gratter un peu avec les versions prototypes, ça peut être un peu différent des versions finales. Pareil, on peut aller lui demander, enfin lui laisser la possibilité d'aller ponctionner beaucoup d'énergie, chose qui ne sera pas forcément possible dans un PC portable, mais en tout cas d'un point de vue performance brute, c'est plutôt impressionnant. Et si les Ryzen 5 c'est pas assez pour vous, je peux vous comprendre. Parfois c'est pas assez. On a aussi le Ryzen 9, le 6900HX. Et là aussi, c'est plutôt un monstre. Du coup, on compare à un autre monstre, le Ryzen 9 5900HX, qui est le plus puissant des processeurs mobiles Ryzen 5 5000. Donc, on compare au boss. Et là aussi on est bien, quoi. On est 12 et 33% plus performant. Donc voilà. Et on arrive à presque le comparer à un Ryzen 7 5100X, qui est encore une fois une version de bureau, qui normalement on n'est pas trop censé les comparer, et ça arrive pas loin, donc plutôt très intéressant. Encore une fois, on n'a pas vraiment toutes les infos. On ne sait pas si c'est des versions prototypes, on ne sait pas trop combien on leur a permis d'aller ponctionner en énergie, ce qui est très important vu que ce sont des processeurs mobiles et qui auront du coup des grosses contraintes en termes d'énergie et de chauffe. Donc ça reste un peu l'inconnu. Mais d'un point de vue performance brute, c'est quand même très intéressant pour... En vrai, on n'attendait pas énormément de ces Ryzen 6000. On s'attendait à ce qu'ils aient à limite un petit gain en termes de consommation. Et pas grand chose de plus. Visiblement, le 6 nanomètres apporte un peu plus qu'un petit gain en termes de consommation et des performances accrues. Donc c'est plutôt intéressant, et ce sera peut-être plus intéressant que ce qu'on pensait. Faudra attendre la sortie officielle et les premiers tests dans les PC portables, où là ils auront du coup toutes les contraintes de la plateforme mobile. Mais j'ai hâte de voir. Et honnêtement, je suis assez surpris. Étonnamment, on a des petits leaks côté AMD, mais on a aussi des petits côté Intel. C'est étonnant ça, non? Et sur à peu près les mêmes choses en plus, c'est aussi ça qui est étonnant. Du coup, petites infos sur le i5 et le i7, toute nouvelle génération pour les mobiles haute performance. On a du coup le i5 12500H et le i7 12700H. Et ça envoie plutôt du lourd, hein, mais bon, en vrai, est-ce qu'on a encore besoin de faire la promo de cette 12e génération Intel? Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je suis totalement convaincu. Petit graphe s'il faut encore vous convaincre. On a du coup ici un outil de benchmark Cinebench R23, test en multicœur et test en monocœur. Et on compare du coup le i7 et i5 dont je viens vous parler avec soit le i9 le i9 ou le processeur le plus performant 11e génération mobile. Donc ici le i9 11980 HK, qui est le boss du game version mobile 11e génération. 11e génération, on n'était pas méga convaincu. Ou alors un petit Ryzen 7 5100H qui est aussi un processeur quand même plutôt robuste, hein, pour une plateforme mobile. Et on voit très bien que les meilleurs, c'est ces Intel 12e génération. On voit que le i5 12500H est plus performant, que ça soit en mono ou en multicœur, que le i9 11e génération, ce qui est quand même assez impressionnant.
Le i7, on n'en parle même pas, il éclate tout le monde. Après, il y a forcément il y a des petites astuces, et je me permets de vous les décrypter pour votre plus grand plaisir. Faut savoir aussi, alors en mono, donc sur un seul cœur, ça montre un vrai gain de performance. En multi, c'est un peu une autre histoire, parce que du coup, cette 12e génération bénéficie de l'architecture Big Little, qui fait cohabiter deux types de cœurs différents, les cœurs efficience et les cœurs performance. Mais donc, ces nouveaux processeurs Intel 12e génération, ici le i5 a du coup 12 cœurs en réalité, et le i7 en a 14. Alors que le i9 11e génération en a seulement 8. Et j'imagine que le Ryzen 7 5800H doit aussi en avoir 8. Je ne suis pas allé vérifier, mais j'imagine. Donc voilà, en multi, c'est un peu différent. Parce qu'ils ont quand même plus de cœurs que les autres processeurs auxquels ils sont comparés. Ça n'empêche que ça reste impressionnant en termes de performance, et encore plus au niveau du i5, qui est vraiment, vraiment impressionnant en termes de résultats. Alors que voilà, on est sur un i5, on est loin d'être sur le haut de gamme, ultra haut de gamme, et on compare à du haut de gamme, ultra haut de gamme de la génération d'avant, et c'est mieux. Donc vraiment, encore une fois, franchement, les i5, les i5 12e génération, que ce soit mobile ou de bureau, ils sont vraiment ultra intéressants, ils ont vraiment des performances incroyables pour un prix contenu. Je ne vais pas dire qu'ils sont ultra accessibles, ça dépend des modèles et tout. Par exemple, le 12600K, il n'est pas ultra accessible, mais par contre, en termes de performance, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Et on n'a pas un... Ils sont pas ultra accessibles, mais on n'a pas un surcoût énorme, alors qu'on a une vraie génération qui fait la différence, contrairement à la 11e qui était un peu là pour combler des trous. Donc vraiment, si je dois encore vous convaincre que cette 12e génération Intel est sympa, bah je sais plus quoi faire. Allez, on passe aux cartes graphiques. Je vais m'hydrater un petit peu avant de pleurer. C'est important. Très important. On va parler cartes graphiques. On va commencer par ce qui fâche le plus, hein, les prix et les stocks. Faire une petite actualisation pour être sûr que tout ça est bien à jour. Alors, en ce jeudi 27 janvier 2022, pour une fois, la première carte graphique en stock n'est pas... En général, on commençait vers les 600-700. Là, c'est bien moins cher, donc déjà une bonne nouvelle. Par contre, c'est carrément des cartes qu'on n'a pas envie d'acheter. Une 1050 Ti aujourd'hui, ça n'intéresse personne. A noter en plus que cette 1050 Ti est au prix public recommandé de la 3050 sortie aujourd'hui, donc ça fait très très mal. Encore plus quand on voit cette 1650, vous voyez, j'en bafouille, qui est plus cher que le prix recommandé de la 3050. On est ici à une carte qui se vend à 300 €. Je vous en prie, n'achetez pas ça, vous me feriez trop mal au cœur. Ensuite, on a des 6500 XT. Assez étonnant, ces 6500 XT n'étaient pas là quand j'ai préparé mes pages. Donc elles ont été mises en stock vers la fin de journée, j'imagine. Mais on a tout de même deux 6500 XT disponibles à des prix plutôt élevés, hein, on va pas se mentir. 370 et 390 pour des cartes qu'honnêtement je ne recommande pas. Vraiment, les 6500 XT en termes de performance, franchement, ne les achetez pas. Ne les achetez pas, sauf si vous avez vraiment pas d'autre choix, mais c'est pas très intéressant, c'est pas vraiment performant, et vous pourriez même être déçu. Sur un écran Full HD, tout ce qu'il y a de plus classique, ça pourrait ne pas être assez performant. Donc vraiment, pour moi, c'est un gros nom. C'est un gros nom, et vraiment, je préfère aller chercher des cartes d'occasion que de payer aussi cher une carte qui n'est même pas suffisamment performante pour faire tourner tous les jeux
en Full HD avec les graphismes au max, ça me ferait assez mal. Après, on a des cartes dépassées qui sont très chères, mais alors tellement chères. On a une 1660 ici à 480. On a une 1660 Ti à 540. Une 1660 Super à 540 aussi. Ça me fait vraiment mal. Aïe. Ensuite, on a la seule 3050 qui est actuellement en stock chez Top Achat, qui est vendue à 540 €, alors qu'on rappelle le prix public recommandé est de 280 €. Donc à vous de calculer la différence, mais elle est bien trop importante. On a une 1660 Ti qui, j'espère, est la plus chère parce qu'elle est déjà bien trop chère. 560, arrêtez ça, ça me fait trop mal. Après, on a des 6600. 6600, c'est un peu plus correct. Elles sont encore une fois bien trop chères, mais en termes de performance, on est sur des cartes qui gèrent très bien le Full HD et qui peuvent, pas toujours, mais en général, s'en sortent à peu près pour du 1440. La 4K, c'est encore une autre histoire. Une 2060 a un prix dément, 600 € pour une 2060. Je me sens pas bien. Une autre 6600 à 630. Je vous avoue que si vous êtes prêt à mettre 630 € dans une 6600, peut-être vaut mieux se tourner vers une 6600 XT ou une 3060 qui sont un peu plus chères, mais pour le coup un peu plus performantes. Mais quoi? Mais il y a une 2060 là aussi. Ah, mais c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, ok. Nouvelle 2060 avec 12 Go du coup de mémoire. Mais bon, un prix prohibitif. 670 €. Toujours des 6600 XT, ça on en a pas mal. Une autre 3060, 720 € pour une 3060. Je me sens pas bien. 3060 Ti, la première 3060 Ti, 850. Première 6700 XT, quasiment 1000 €. Et bon, après, on va en avoir des 3070 à 1050 €. On a dépassé les 1000 € et c'est là quand on dépasse les 1000 €, c'est là qu'on a le plus de références disponibles, le plus de choix, mais bon, à des prix ultra élevés. Franchement, une 3070 à plus de 1000 €, c'est à la limite de l'indécence. Les 6700 XT, même buy. Même buy. Et ça va faire que grimper. 3070 Ti, 1120. À combien vous pariez la moins chère des 3080? 6800, 1300. Première 3080. Oh, je m'attendais à ce qu'elle soit plus chère. On est tout de même à 1370 € pour une 3080. Ouais. Vous ne rêvez pas. Ça fait mal. Et ce ne sont pas les. Ce ne sont pas les versions refaites. Donc voilà, des prix toujours très élevés, toujours l'entrée de gamme pas disponible. On va en reparler rapidement on va revenir sur la 3050 et la 6500. Mais vous voyez, c'est à partir de 1000 € qu'on a vraiment des disponibilités. Et les prix sont toujours bien au-delà des prix de sortie. Et on a des cartes, vous voyez, à partir de 1000, on en a plein jusqu'à 2300. 2300, 3000, pardon. J'arrive plus à lire les chiffres. Jusqu'à 3000 € pour les 3090. On aura encore plus cher quand les 3090 Ti sortiront. On devrait avoir des cartes qui dépassent les 3000 € même assez aisément, je pense. Donc voilà, encore et toujours un mauvais temps pour acheter une carte graphique, sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes prêt à payer un prix surévalué pour votre matériel. Mais on est à des années-lumière de voir les prix baisser. Et on a toujours et encore cet énorme problème. Pour moi, ça reste le premier problème à combler. C'est de
d'avoir une disponibilité accrue dans les références qui sont accessibles, donc avoir plus de cartes à moins de 500 euros serait bien, et surtout avoir des cartes dernière génération à moins de 500 euros. Voilà, parce que pour une fois on a des cartes qui sont à des prix plus bas, mais soit c'est des cartes qui sont dépassées depuis longtemps. Franchement, la 1050 Ti, c'est une vieille carte. Alors, elle n'est pas forcément dépassée suivant l'utilisation que vous voulez en faire. Même si là, on est sur en plus une mini version et tout. Mais c'est une vieille carte. Et la vente 280 euros, c'est très très cher. Pour, avoir un ordre d'idée des prix avant cette inflation énorme, moi, personnellement, j'ai une 1660 Super. Et quand je l'ai acheté avant l'inflation, je l'ai payé moins cher que cette 1050 Ti, hein, une 1660 Super. Aujourd'hui, on a vu la 1660 Super, c'est pas, moi c'est une MSI, mais elle vaut 540 euros. Croyez-moi quand je vous dis que moi j'ai payé moins de la moitié de ce prix-là, hein, pour la même carte. Donc voilà, ça le moment. Et bah, comme vous pouvez le voir ici, si vous vouliez avoir une 3050, déjà elles sont plus chères que ce qu'on attendait. Et en plus, bah, là ici, on n'a qu'un modèle qui est actuellement en stock. Déjà, on a un modèle en stock. Ce qui n'était... non, s'il y avait deux modèles quand j'ai regardé à la sortie. Des modèles qui étaient évidemment à ces prix-là et pas du tout au prix annoncé. Donc voilà, ça fait encore et toujours mal. De toute façon, je commence à m'habituer, hein, mais ça me fait toujours mal. Même si je m'habitue, ça me fait toujours mal, juste je m'en remets plus vite. On parle rapidement de la 3050, je vais pas rentrer dans le test détaillé parce que pas méga convaincu que ça ait de l'intérêt. Ce qui est important à noter, et en vrai c'est tout ce qu'on a besoin de savoir, cette carte, la 3050, est une très bonne carte graphique. Elle gère très bien en Full HD. Franchement, quasiment peu importe le jeu, vous atteindrez au minimum les 60 images par seconde en Full HD avec tous les réglages à fond, ce qui est quand même plutôt confort. Si vous voulez aller au-delà du Full HD, ça va dépendre des jeux. Sur certains jeux, ça passe, sur d'autres, pas du tout. Ça, c'est des histoires d'optimisation. Ensuite, gros avantage quand même de cette RTX 3050, c'est qu'il y a RTX dedans. Du coup, on a le droit au ray tracing, on a le droit au DLSS, on a le droit à tout ce qui est les petits logiciels, le petit univers Nvidia, donc broadcast, tout ça. Et ça, c'est quand même un truc sacrément sympa sur une carte entrée de gamme. On rappelle le prix annoncé chez nous en France, 279 euros. Honnêtement, à ce prix-là, je la recommande fortement. À 279 euros, avec ses performances, c'est très bien. Et si vous jouez uniquement en Full HD, sans forcément... pareil, le ray tracing, pas sur tous les titres, hein. Pas sur tous les titres, c'est quand même très gourmand. Mais si vous jouez en Full HD, ça vous ira très bien et ça ne vous coûtera pas trop cher. Le seul vrai problème, c'est que bah, les prix sont pas respectés. Mais sinon, vraiment, une carte qui fait absolument son boulot en Full HD. Vous aurez une très bonne expérience de jeu sur 99,9% des jeux en atteignant les 60 images par seconde avec tous les réglages graphiques au max. Donc c'est quand même très confort. Si vous voulez jouer sur des résolutions plus élevées, vaut mieux ne pas acheter ce genre de carte, hein. C'est vraiment une carte faite pour le Full HD, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est quand même de l'entrée de gamme un peu premium. Parce que on a quand même une vraie performance, on a le RTX qui est un vrai plus. Donc c'est très sympa, juste comme vous allez pouvoir le constater par vous-même. Alors on a ici deux références qui sont
au prix annoncé, donc 280 €. On a une Asus version mini et une MSI version classique, taille standard, tout ça. Le problème sur ces références, c'est que moi je suis allé voir à la sortie, elles n'étaient bien sûr pas disponibles, bien sûr, et elles le seront probablement jamais. Voilà, c'est un peu ça le problème. Donc à ce prix-là, c'est intéressant, mais si elles ne sont pas disponibles, eh ben, elles ne sont jamais vendues à ce prix-là. Et vous voyez qu'on grimpe assez vite, on a quand même une référence à 300, et après on passe à 380, 390, 410, 430, 440, 460, 480, 510, 520 et jusqu'à 540. Ah non, il y a encore de là, autant pour moi. 550, 570, 590, 640. Imaginez quand même, imaginez que vous avez, voilà, parfait exemple, Asus. Asus a plusieurs modèles de 3050. Il y a un modèle qui vaut 280 et un modèle qui vaut 640 sur la même, c'est la même puce à l'intérieur. Comment vous expliquer ça? Alors oui, il y en a une où il y a un seul ventilo, l'autre 3. Croyez-moi, la différence de deux ventilos, ça coûte pas 300 €. Donc voilà, on peut être qu'un peu énervé et on a un seul modèle disponible qui est bizarrement pas du tout vers les 300 €, mais bien à 540. Et les modèles qui étaient disponibles à la sortie étaient déjà en quantité vraiment limitée et en plus a été bien plus proche de ces tarifs que de 280 €. Donc la carte est très bonne, la carte est bien conçue en vrai parce que c'est une carte qui est vendue pour du Full HD et elle fait vraiment très bien son taf en Full HD. Mais les prix et la disponibilité. Un seul modèle disponible le soir du jour de sa sortie et à un prix qui est, voilà, qui est 2 fois le prix annoncé. Aussi simple que ça. Donc une sortie décevante, non pas parce que la carte est mauvaise, comme ça pouvait l'être, enfin mauvaise, c'est méchant de dire ça, décevante, non pas parce que la carte est décevante comme ça pouvait l'être pour la 6500 XT côté AMD, mais parce que, même problème que toutes les autres cartes graphiques depuis quelques mois, quelques années, les disponibilités et les prix à la sortie sont catastrophiques. Et on va aussi revenir rapidement, même si on en a vu juste avant en regardant les stocks, on va revenir rapidement sur la 6500 XT. Encore une fois, une sortie avec une disponibilité quasi inexistante, des prix bien sûr très très loin de respecter les, les- les prix annoncés, donc on parlait de 210 €. Voilà, chez nous c'est plutôt 350, hein, tout de même. C'est quand même beaucoup plus. C'est quasiment x2 encore une fois, donc ça fait mal. Et en plus de ça, bah, la 6500 XT, elle est vraiment pas suffisamment performante pour... En gros, 6500 XT, c'est de l'ultra entrée de gamme. Ça gère le Full HD, mais pas avec tout au max. Et voilà, faudra à chaque fois aller bidouiller un peu les réglages graphiques pour avoir une bonne expérience de jeu, avoir les 60 images par seconde qui mettent bien. Donc vraiment, vraiment, moi je vous recommande absolument pas cette carte. Il y a quand même des grandes chances d'être déçu, sachant qu'en plus, voilà, en général dans le jeu vidéo, on demande de plus en plus à nos cartes graphiques. Donc si là déjà, elle montre quelques limites, voire pas mal de limites, on se dit que d'ici 1-2 ans, elle commencera à vraiment faiblir pour le Full HD. Et sachant que c'est le seul truc pour lequel elle est conçue, voilà, pas vraiment prêt à repasser à des écrans en 720p sur PC. Donc, si vous n'avez pas le choix, bah, prenez ça, hein. Mais si vous pouvez faire autrement, passez votre chemin. Vous ferez des économies et vous ne serez pas déçu par votre carte graphique. Mais conclusion, encore et toujours un sale temps pour changer de carte graphique. Et voilà, je vais garder mon doux rêve de changer de carte graphique et d'avoir une meilleure carte graphique
pour plus tard, parce que là, déjà, je pourrais revendre la mienne et faire des bénéfices, quoi. Donc, ce que je peux pas faire, parce que j'en ai pas d'autres de rechange. Mais en théorie, si j'étais juste intéressé par l'argent, et ben, je pourrais totalement faire de lourds bénéfices sur la revente de ma carte graphique après l'avoir utilisée tranquillement. Et en plus, je suis sûr que je suis sûr qu'en plus ça pourrait intéresser un acheteur et lui se sentirait même pas lésé, alors que moi je ferais des bénéfices. Vous imaginez le bazar. En tout cas, c'est là-dessus qu'on conclut notre point actu hardware de la semaine. Un peu plus court que d'habitude, mais c'est pas plus mal. On a fait avec ce qu'on avait, hein. De toute façon, comme d'hab, hein, moi je ne fais pas l'actualité, je la commente seulement. Et c'est bien plus facile d'ailleurs. Alors, comme d'hab, la petite fin, je vous invite comme d'habitude à faire des retours constructifs si possible pour m'aider à progresser, surtout si vous avez apprécié. Euh, Vous êtes normalement à même de me dire ce que je pourrais améliorer. Deuxième point, j'y pense pas toujours, mais je fais la petite auto-promo. N'hésitez pas pour me soutenir, le petit follow à la chaîne Twitch, le petit message sur le chat, sur YouTube, parce que tout ça va se retrouver sur YouTube. Le petit abonnement, les petites notifications, tout ça. Le petit message aussi pour les petits commentaires pour le référencement, ça régale, hein. N'hésitez pas. Même si pour dire des conneries, tant que c'est pas méchant, il n'y a pas de problème. Ça régale le référencement. Autre point que j'ai failli ne pas y penser. La semaine prochaine, il n'y aura pas de point actu hardware. Je sais pas encore ce qu'il en sera pour les semaines suivantes, mais jeudi prochain, pas de point actu hardware. On verra ensuite. Je vous tiendrai au courant si vous venez sur les lives ou si vous venez sur mon Discord. C'est vrai qu'il y a un petit Discord aussi. Petit Discord, Twitter, Instagram, tout ça. Régalez-vous, tout est disponible sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne YouTube pour retrouver les liens. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir et me mettre des petits messages d'encouragement. Ça me ferait le plus grand plaisir. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Je ne pense pas. Donc on va finaliser et moi je vais aller jouer tranquillement à GeoGuessr pour me détendre. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que vous avez apprécié. Et du coup on se retrouvera pas la semaine prochaine mais probablement dans les semaines suivantes. Je vous tiendrai informé bien sûr pour reparler de l'actu tech hardware parce que j'adore ça. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!